éclaircir qui fait signe. Des questions? Alors vous pouvez poser toutes vos questions, on essaiera de débattre. Il y a des points que j'ai juste soulignés, que je n'ai pas dit beaucoup de choses. Donc s'il y a des choses qui vous ont choqué, des choses qui vous ont plu, vous pouvez interagir librement. Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport au fait qu'il y a plusieurs choses négatives que de choses positives que j'ai compris en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'intelligence artificielle? Alors, merci pour votre question. C'est vrai, c'est une sorte de roman que je vous ai présenté là, et ça a l'air négatif, comme vous le disiez, c'est vrai. Ceci ne faut pas comprendre que je suis pessimiste vis-à-vis de tout ça. Moi, je me positionne comme un alarmiste. Pessimisme et optimisme ne sont que des attitudes de spectateurs. Être pessimiste ou être optimiste, ça peut vous servir quand vous êtes spectateur. Moi, je ne suis pas spectateur et je refuse tous les spectacles d'ailleurs. Je refuse tous les spectacles. Et cette attitude de spectateur, pour un spectateur, elle peut être optimiste et peut être pessimiste. Alors c'est vrai, j'ai présenté des choses qui sont négatives. Il ne faut pas me positionner du côté des pessimistes. Hein? Je pense qu'il y a deux attitudes maintenant. Il y a ce qu'on appelle les technophiles et les technophobes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'à travers la technique, on est des technophiles. À travers la technique, nous allons guérir de tout, nous allons trouver des solutions à tout, ce qu'on appelle les technophiles. Dans l'autre côté, il y a les technophobes, c'est-à-dire ceux qui ont peur de la technologie. Donc vous regardez là, c'est un peu négatif. Je dis ça, je suis ni technophile ni technophobe. Alors, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, ou peut-être je suis comme tout le monde. Parfois je suis optimiste, parfois je suis pessimiste, et tout. Et je suis ni technophile ni technophobe. Je ne suis pas technophobe parce que je suis spécialiste en intelligence artificielle. Et je ne suis pas technophile. Vous regardez, je vous présente des choses qui sont très négatives. Maintenant, j'arrive à votre question. C'est quoi le bien de l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez regarder, l'intelligence artificielle nous a permis de piloter des engins qui sont très complexes. Elle nous a permis tous les moyens de télécommunication, les réseaux sociaux, toutes ces choses, elles ont des choses de bien. Elle peut nous permettre de détecter des maladies d'avance, elle a des applications partout. Sauf que ces applications, ces avantages, comme disait Simon Weil, c'est que plus la technique avance, plus les avantages qu'elles apportent sont moins que les inconvénients. Parce que par les réseaux sociaux, c'est un avantage, il y a des avantages aux réseaux sociaux, mais les inconvénients qui sont derrière aussi sont considérables. Pour le bien de l'intelligence artificielle, les biens dans l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des centaines, toutes les applications. Pour le moment, on a vraiment fait de très belles applications. Vous pouvez penser aux satellites, si vous avez vu SpaceX maintenant, on a une fusée qui retourne sur Terre à l'envers. Je pense que c'est un très très grand exploit de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment des centaines, par exemple, on peut faire des robots de compagnie. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. On est arrivé à libérer l'humanité de certaines tâches, des tâches qui sont répétitives, des tâches qui demandent vraiment de précision. Elle nous a libérés aussi de beaucoup de calculs. Maintenant, on ne fait plus le calcul formel, c'est-à-dire pas
Le calcul symbolique, on ne le fait plus à la main quand c'est complexe. On arrive à le faire avec des machines, avec des algorithmes intelligents. Donc les bienfaits de l'intelligence artificielle, elles sont réelles. Et il y a vraiment beaucoup d'applications, vraiment des centaines. Mais face à cela, il y a toujours un autre terrain de négativité qu'il faut souligner, parce qu'on est des êtres humains et je pense qu'on est pris par des choses qui sont positives. Je pense qu'on a ça, mais des fois il faut voir aussi des choses qui sont négatives pour ne pas se prendre par la vitesse. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence. Ma question, c'est est-ce que le fait d'obéir, je dirais d'obéir à si on peut dire d'abord, c'est sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que le fait d'obéir à ces réseaux sociaux ça dépend de développement personnel ou bien de mondialisation? Est-ce que vous avez compris ma question? Alors vous avez dit, est-ce que obéir aux réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, on n'obéit pas pour le moment. On reçoit un flux d'informations. Et si vous regardez maintenant sur tous les réseaux sociaux, Facebook inclus, toute l'information qui apparaît en premier, ce sont des informations qui sont sponsorisées. Ce sont des pages qui sont sponsorisées. Oui, ces pages qui sont sponsorisées apparaissent par exemple sur le fil d'actualité avant les publications de vos amis. Alors ce flux d'informations, le fait qu'il est sponsorisé, qu'il y a des entreprises qui vont piller pour le voir là, elles peuvent dégénérer dans le sens où elles vont manipuler l'individu. Alors ça a été exactement la polémique qui a été avec Zuckerberg la dernière fois, qui a été convoqué au Congrès, et c'est autour de ça. C'est-à-dire le monopole qu'ils ont les réseaux sociaux sur l'individu, elle est vraiment gigantesque. Parce que nous, on reçoit un flux d'informations. Et quand ce flux d'informations est grand, on n'arrive plus à le gérer consciemment. Donc c'est notre inconscient qui le gère. Si je vous donne plus de désinformations, si je vous donne un numéro de téléphone, vous n'allez pas le retenir parce qu'il y a plus de 7 informations et on peut retenir, nous, mentalement comme ça, que 7 à 8 informations. Alors quand on a un grand flux d'informations, c'est notre inconscient qui le gère. Et dans ces stratégies de marketing à travers les réseaux sociaux, on essaye exactement de prendre l'individu par le flux d'informations. Et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, on peut être majoritairement manipulé. Tout le monde. Il n'y a pas moi, il n'y a pas que vous. Mais les réseaux sociaux, vraiment, est un problème vis-à-vis des politiques. On pense même que l'élection de Trump, il y a des gens qui pensent comme ça, qui a été favorisée par les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous pouvez penser à tous les tweets de Trump pour s'en convaincre. Maintenant, est-ce que ça va aller vers la mondialisation? Je parlais de mondialisation. Maintenant, on a des cultures qui dominent. On a certaines cultures qui dominent. Et ces cultures qui dominent, elles s'élargissent de plus en plus. Et avec ce processus de mondialisation qui est en marche et qui avance vite, on assiste à d'autres choses qui sont très négatives. La disparition des cultures, des langues, ainsi de suite. Tout ça est dû à la mondialisation. Pourtant, une culture, c'est comme un écosystème. Un écosystème fait des millions d'années pour apparaître. Une culture aussi, ça met des milliers d'années de tradition pour se stabiliser. Et dans cette phase de mondialisation, à travers aussi les réseaux sociaux, qui se fait à travers aussi les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, est vraiment quelque chose d'inquiétant. Parce qu'une culture, si elle est là,
c'est parce qu'elle a présenté un mode de vie. Toutes les cultures sont équivalentes. Il n'y a pas une culture qui est mieux que l'autre, ou celle-là mieux que l'autre. Si une culture existe, c'est tout simplement que cette culture a proposé un mode de vie qui va avec son environnement. Nous, on a une culture qui va avec notre environnement. En Europe, ils avaient une culture qui va avec leur environnement. Et dans ce processus de mondialisation, je pense que certaines cultures, et on le voit, sont vouées à disparaître. Et les réseaux sociaux sont responsables un peu de ça, en partie. Pas en majorité, mais en partie. Il y a aussi les autres médias, la télévision, ainsi de suite. Le web en lui-même, pas juste les réseaux sociaux. Merci, monsieur, pour votre conférence assez enrichissante. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a des perspectives d'un aspect politique pour plus ou moins limiter le développement de cette intelligence artificielle vis-à-vis ses inconvénients, au moins prévoir quand même pour une défense, un minimum de défense contre ce côté maléfique. Merci. Alors, merci pour votre question. C'est vraiment une question très, très importante. Alors, comment on pourrait remédier à cela? C'est-à-dire, au sens politique, comment on pourrait se défendre? Alors, pour se défendre, on est dans le monde des idées. On ne se défend pas contre un lion. On se défend contre une idée. On se défend contre un système politique, par exemple. Si on prend un système qui est populiste, pas un système qui est honnête, un système qui est populiste. Pour se défendre contre ça, et comment se défendre contre ça quand on est soumis à ce flux d'informations qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle peut cibler les gens. C'est-à-dire que si vous êtes de gauche, ici on a un élu qui est de droite, qu'on veut favoriser, l'intelligence artificielle ne peut juste regarder toutes vos interactions sur les réseaux sociaux, ce que vous aimez, ce que vous commentez, et on peut tirer votre profil politique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes de gauche ou vous êtes de droite? Puis, en fonction de votre profil, on vous présentera des publications qui vont vous pousser à changer d'avis. Alors, c'est ça le mécanisme qui est derrière. Et je vais mettre entre parenthèses, à travers de là, il y a ceux qui parlent d'immortalité numérique. C'est-à-dire, on va prendre tous vos profils sur les réseaux sociaux, on va créer un autre compte, même si vous allez mourir, ce compte va interagir à votre place. C'est-à-dire, il va connaître ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous commentez, les choses que vous aimez. Et ce compte, ce qu'on appelle immortalité numérique. Maintenant, comment faire face à cela? S'il y a une intelligence artificielle qui cible le marketing maintenant, tout le marketing elle est basé en ciblant. Avec de l'intelligence artificielle, on peut cibler. Je pense que pour se défendre, premièrement, il faut lire. Si on ne lit pas, je ne vois pas comment on pourrait se défendre. C'est-à-dire qu'il faut lire les critiques, il faut lire la philosophie, il faut lire des romans, il faut voir les réflexions de tout le monde. Pas lire pour s'endoctriner, mais lire pour penser. Parce qu'on ne peut penser qu'à travers l'autre. L'autre est la condition de notre existence. Seul on ne pourrait jamais penser. C'est l'autre qui nous fait penser. L'autre, c'est par l'autre. Donc, pour se défendre, premièrement, il faut lire. Ça, c'est, si vous prenez quelqu'un qui ne lit pas, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme quelque chose de léger dans le vent, que le vent des manipulations va porter où il veut. Donc, il faut lire. Ça, c'est la première condition. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des mécanismes qui vont limiter cela? Je pense que ça dépend de la politique elle-même. C'est-à-dire s'il y a des politiciens de bonne foi qui vont faire une charte éthique, qui vont limiter ça, qui vont faire une éthique, par exemple, qu'aucun parti politique ne s'en servira pas de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un échiquier politique. C'est-à-dire les gens qui vont gouverner après s'incrustent dans le gouvernement et partout dans le monde bien avant. Ils sont épaulés, ils sont aidés pour arriver là.
Alors je ne vois pas comment cet échiquier politique peut être contourné, sauf s'il y a des gens vraiment de bonne foi qui vont imposer ça au site web. On va contrôler le site web, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on ne va pas utiliser. Je pense que la solution pourrait venir de là, mais il faut aussi dessiner les frontières, c'est-à-dire discuter ça, faire des comités d'éthique. Maintenant, il y a un peu partout dans le monde. Il faut qu'il y ait des comités d'éthique, parce que les politiques, les hommes politiques, pour eux, ce concept d'intelligence artificielle, ils le cachent pour son pareil. C'est-à-dire on le cache pour l'utiliser à leur gré. Et je pense que sans qu'il y ait des décisions politiques, je ne vois pas comment il y aurait des solutions. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a du temps pour lire, parce que maintenant, pour lire, on n'a plus le temps. On est dans le siècle de la vitesse. Les gens n'ont pas le temps de lire. C'est la vérité. Quand on travaille trop, on n'a pas vraiment le temps de trop lire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions politiques, des comités, au moins des comités d'éthique, qui vont discuter cette situation et qui vont donner des décisions politiques vis-à-vis des sites, vis-à-vis des réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux, pour permettre que l'électeur, par exemple, ait son droit de vote et va voter sans qu'elle soit manipulée par les réseaux sociaux, par les médias. Alors, je vous remercie pour votre présentation. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Alors, justement, ma question porte sur l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui au cœur des débats. Et elle prend de plus en plus d'impact au niveau, que ce soit sociologique ou bien beaucoup plus économique, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que c'est le système économique qui gouverne le monde. Mais justement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce processus de mondialisation, c'est un processus réfléchi par l'homme lui-même depuis bien très longtemps. Donc, toute cette voie catastrophique qu'a pris l'humanité, donc c'est l'homme est le premier responsable, c'est-à-dire par ces catastrophes qu'on voit aujourd'hui. Donc, justement, à partir de ce constat, ça nous amène à réfléchir que si l'homme arrive à en faire bon usage de cette technologie, est-ce que nous parviendrons vraiment à rendre cette singularité un mythe? Est-ce que nous pourrons en faire d'elle un mythe, ou est-ce vraiment où l'humanité se dirige vraiment vers cette voie de la singularité? Donc je vois qu'on est face à deux chemins, soit faire de cette singularité un mythe, ou bien nous irons tout droit vers cette singularité. Merci. Alors pour vous répondre, merci pour votre question, c'est très intéressante. Alors avant d'arriver à la singularité, je vais revenir sur un point de la conférence. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien parlé sur ce point. Pourquoi j'ai donné l'exemple du blé? Je vous ai dit que le blé nous a domestiqués. Alors quand on regarde le blé, c'est nous qui le récoltons, les champs de blé, c'est nous qui les utilisons. Mais si on regarde, c'est nous qui avons domestiqué le blé, ce qu'on pense. Sauf si vous regardez, à une autre époque avant l'agriculture, le blé, il y avait du blé dans le monde, mais il y avait peut-être une plante là, une plante là, une plante là, ça a été dispersé. Puis, dès que l'humain s'est mis à l'usage du blé, le blé a fait un effet champignon. C'est-à-dire, il nous a utilisés pour se protéger. Maintenant, le blé est protégé, c'est nous qui le protégeons. Et grâce à nous, il a évolué. C'est comme après les chats. Un chat joue toujours le rôle mignon pour qu'il nous plaît, puis il vit gratuitement. C'est nous qui le nourrissons, c'est nous qui le protégeons, qui lui fournissons un toit. Alors cet effet champignon, on l'a dans tout ce qu'on a domestiqué. Sauf que le blé, c'est pas quelque chose d'habile. Le blé, maintenant, elle est tranquille. Elle occupe des surfaces très, très larges. Mais le blé n'est pas vraiment... On ne voit pas le danger du blé. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle fait exactement.
c'est-à-dire qu'elle est notre domestique. Grâce à nous, elle évolue, parce qu'on en a besoin. Puis nous, on essaie de la perfectionner. Maintenant, si on regarde vis-à-vis de la singularité, tout cet effet champignon que l'intelligence artificielle exerce sur nous, la manière dont elle évolue, on a le schéma, si vous vous souvenez de la courbe, je pourrais la refaire. Tous les indices indiquent que bientôt, on aura des calculateurs qui vont dépasser la vitesse de calcul du cerveau, ce qu'on appelle le zetaflop. Et c'est pas loin, c'est-à-dire c'est pas en 2200, c'est pas en 2300. D'après Intel, on arrivera dans les années 30, autour de 35, on arrivera à avoir la vitesse de calcul d'un seul cerveau. Et vous savez, depuis la loi de Moore, la vitesse des ordinateurs se double. Suivez-moi, c'est la loi de Moore. Donc en 2045, d'après les statisticiens, on va dépasser la vitesse de calcul de toute l'humanité. Alors celle-là, c'est la singularité. Maintenant, est-ce qu'on est responsable? Vous avez parlé de responsabilité. L'intelligence artificielle, on en a besoin. On a besoin dans des centaines de trucs. On n'a pas juste inventé comme ça, on l'a inventé parce qu'on l'a besoin. On l'a besoin pour comprendre, parce que je pense qu'on est des êtres humains, on est hanté on veut comprendre le monde, on veut comprendre cette intelligence, et on veut aussi s'en servir. C'est comme un chien, quand on dresse, vous pouvez le dresser pour faire des choses à votre place, il pourra faire des choses plus vite que nous, et il peut vous défendre. À partir de cette singularité, maintenant, est-ce qu'on va tout droit? Moi, je pense qu'on va tout droit, à moins qu'il y ait des limites techniques, et à moins que, aussi, qu'on ne démontrions que la pensée n'est pas que calcul. Parce que l'autre thèse qui dit qu'on a un esprit, je pense que personne n'a démontré qu'on a un esprit, mais personne n'a démontré l'inverse. C'est-à-dire l'autre thèse qu'on a un esprit qui nous aide à penser, personne n'a démontré la fausseté de cette thèse. Même si on voit qu'un neurone, c'est un petit modèle mathématique, c'est un comparateur. Donc si toute la pensée se réduit au calcul, et c'est qu'il y ait des calculateurs qui vont aller plus vite que la pensée, que la vitesse de la pensée, donc c'est normal qu'on aura des calculateurs plus puissants que nous. Maintenant, est-ce que ces calculateurs, est-ce qu'ils vont se débarrasser de nous? Est-ce qu'après, c'est nous qui vont jouer les fiches champignons? C'est-à-dire pour exister après, on va faire comme le blé. On fera un effet champignon pour les calculateurs. Ce sont des questions qu'on ne peut pas. Moi, je ne peux pas vous dessiner l'avenir. Ce n'était pas l'objectif de ma conférence. C'était de vous donner matière à penser. Vous dessiner l'avenir, ce serait horrible. Pourquoi je ne vois pas pourquoi je ferais ça? D'ailleurs, je critique tous ceux qui dessinent l'avenir comme ça, d'une manière certaine. Il y a ça, il y a ça. Il faut qu'il y ait toujours un peu de liberté. Et quand on regarde aussi l'interaction sociale, notre interaction sociale, on est un système qui est chaotique. On est chaotique dans le sens où on est imprédictible. Peut-être qu'on trouve, malgré tout cela, on trouvera une autre solution beaucoup plus meilleure. Il y a des choses, peut-être plus, il y a des choses qui sont dans l'ordre moins, qui sont dans l'ordre négatif. Il y a des positifs et des négatifs dans tout ça. Mais je pense qu'on va vers cette singularité. Après, est-ce qu'on va s'incruster en elle? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette conférence. Donc, les deux principes d'abord de la science, c'est le doute et l'interrogation. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que ce système capitaliste a créé dans notre conscience cet esprit de l'individualisme? Cet esprit de l'individualisme, quand on parle de la singularité, on parle selon Durkheim, la cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi la conscience individuelle et non parmi la conscience collective. Ce fait social doit être déterminé d'abord par la conscience individuelle. C'est la conscience individuelle qui pousse l'individu à créer ces phénomènes de l'individualisation.
D'abord, cet esprit capitaliste a engendré dans la conscience, dans notre conscience, de penser individuellement par cette intelligence artificielle qui est la mondialisation et la technologie par la marchandisation de savoir. Est-ce que cette marchandisation de savoir, comment remédier à cette marchandisation de savoir qui exploite notre esprit? Et merci. Alors, merci pour votre question. Alors, votre question est longue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous répondre? J'ai pris des mots-clés. Alors, vous avez parlé de marchandises, vous avez parlé de capitalisme, vous avez parlé de l'industrie du capitalisme, vous avez parlé de conscience collective, de conscience individuelle. Ce sont vraiment beaucoup de mots-clés. Je vais essayer de vous répondre. Alors, qu'est-ce que je disais? L'émergence, je vais parler tout d'abord de l'individualisme. Alors, l'émergence de l'individualisme, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je commençais à lire Gide, André Gide, les moralistes, la symphonie pastorale, ce sont des écrits d'André Gide, c'est de l'individualisme. Alors à cette époque, je pensais que l'individualisme était une forme d'épanouissement de l'individu lui-même. C'est ce que je pensais à cette époque. Alors après 10 ans, je me suis rendu compte que c'est l'inverse, et c'était en lisant un peu plus que j'ai compris devient l'individualisme. Alors, l'individualisme, vous prenez l'individu, elle est prise dans un flux social. Elle est prise dans une collectivité. Et plus cette collectivité s'organise, on va prendre par exemple l'exemple des abeilles. La ruche, elle est très organisée. Les abeilles n'ont pas... Une abeille, par exemple, ne peut pas devenir reine. Elle a perdu cette liberté. Vous serez reine à la naissance, sinon vous ne le serez pas. Alors, l'organisation complète de la ruche a condamné chaque abeille à faire une activité. Toutes les abeilles, chaque abeille a une seule activité. C'est ce qui s'est passé exactement avec nous, avec l'émergence du capitalisme, de l'industrialisation massive. On est dans une entreprise, vous avez une tâche à faire, une petite tâche. Alors, plus on s'organise, plus la société s'organise, avec le capitalisme, ça c'est le capitalisme qui a fait l'industrialisation, c'est-à-dire l'industrialisation, l'individu il est devenu écrasé par le poids de la société. Et l'individualisme, ça a été une révolte. La manière de l'individu, au lieu de placer la collectivité au centre de la pensée, on place l'individu au centre de la pensée. Et tout ça, cet individualisme, comme vous le disiez, elle est due au capitalisme en quelque sorte. C'est-à-dire que l'individu, n'arrivant plus à supporter le poids de la société, il va essayer de s'efforcer à avoir sa propre pensée d'une manière indépendante de la collectivité. Et vous avez parlé en quelque sorte de la marchandisation du savoir. Alors la marchandisation du savoir, avant de parler de marchandises, je vais vous parler des industries de l'esprit. Alors, les industries de l'esprit, l'intelligence artificielle est une industrie de l'esprit. Et le problème qui est maintenant, il n'y a aucune pensée critique, en tous les cas je ne le connais pas moi, qui a fait une étude critique de cette industrialisation de l'esprit. Et par le fétichisme de la marchandise, comme vous disiez, pour utiliser les mots de Marx, et par les techniques de l'intelligence artificielle, le fétichisme de la marchandise va s'accentuer. C'est-à-dire qu'on cible les gens. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir toujours une conscience individuelle vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y aura des consciences, ou il y aura des décisions individuelles qu'on prend comme ça à la hâte par effet de manipulation? Je pense qu'il y a un peu les deux. Pour le moment, il y a les deux. Mais dans l'avenir, avec le renforcement de ces industries de l'esprit, je pense qu'on aura plus de difficultés à le faire. C'est-à-dire que le fétichisme de la marchandise va continuer et on ne pourra plus vraiment prendre des décisions avec conscience individuelle et avec une collectivité aussi qui n'écrase pas l'individu. Maintenant, on voit que des collectivités écrasent des individus.
Vous pouvez penser à toutes les guerres. Les guerres d'avant ne faisaient pas autant de morts que maintenant. Dans les guerres, on compte le nombre de morts en millions de morts. Deuxième guerre mondiale, on vous parle en millions. La guerre froide, on parle en millions. C'est-à-dire que il y a une certaine collectivité avec le capitalisme. Le capitalisme, il est au son sommet. Et ceux qui s'en servent sont en train d'écraser les autres collectivités, les autres individus. Ils écrasent leurs propres individus avec le fétichisme de la marchandise, avec la société du spectacle. C'est le spectacle. Et pour les autres individus, on les écrase par la guerre, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai pris des mots-clés. Je vous ai parlé en utilisant vos mots-clés. Je tiens à vous remercier, monsieur le conférencier, pour cette présentation animation assez réussite et l'équipe qui a été derrière cette activité. Ma remarque, vous avez cité dans votre exposition que les philosophies grecques sont techniquement inutiles. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ça? Parce que je pense qu'on ne peut pas nier les philosophies grecques, on ne peut pas nier le père de l'art de guérir, Hippocrate, le père de la philosophie morale, Aristote. La République platonienne sont certainement servis à développer d'autres concepts et d'autres pensées. Ceci concerne l'historique. Par rapport à l'intelligence artificielle, on ne peut pas nier l'importance scientifique que votre conférence, sur le plan scientifique, technique, informatique, mais aussi je pense que l'intelligence artificielle, c'est une contrainte pour certains humains, ce n'était pas pour tous. Donc, est-ce que l'immortalité obéit à l'ordre cosmique? Comme on le sait tous, que la nature s'évolue selon le mécanisme suivant: construction, dégradation, après reconstruction. Et enfin, comme un avis personnel, même si la science réussira un jour à atteindre l'immortalité, ça sera la mort pour les bourgeois et la mort de la vie pour les pauvres. Et merci. Alors, merci pour votre question. Donc, je commencerai de la dernière phrase. Elle m'a vraiment beaucoup plu, cette phrase. On aura la mort de la mort pour les bourgeois et la mort de la vie pour les pauvres. Alors, merci pour cette expression. Je pense que c'est vrai, c'est un peu vrai. Côté que c'est les capitalistes maintenant qui exploitent l'intelligence artificielle. Toutes les grandes entreprises de l'intelligence artificielle, ça sont des capitalistes. Et ces applications, si on a des applications bénéfiques, sûrement ce sont les bourgeois qui vont s'en servir, ce ne sont pas les pauvres. Alors, l'immortalité, est-ce qu'on peut l'atteindre après ou non? Ça reste une question. Mais quand on regarde du côté, le rallongement de la durée de vie, on aura un très grand rallongement par les traitements génétiques, en dotant le cerveau ou en régulant le cerveau, en l'aidant, parce que le neurone, on dit qu'on ne peut pas vivre plus de 130 ans, mais en le dotant par des puces et tout, on peut améliorer le cerveau. Et pour les organes, il y a le traitement génétique qui va s'en servir de ça. Maintenant, on le fait. On a fait pousser, par exemple, une oreille sur le dos d'une souris. Avec le traitement génétique, on peut remplacer directement les organes. Donc, le rallongement de la durée de vie, c'est quelque chose de certain. D'ici 2050, les gens vont vivre vraiment beaucoup plus que nous. Mais l'immortalité, moi, je pense pas que je pourrais vous répondre. Est-ce qu'on va l'atteindre ou non? Mais c'est vrai, toutes ces techniques, c'est les bourgeois qui vont s'en servir, beaucoup plus que les pauvres. L'un des objectifs de ma conférence, c'était premièrement de pousser notre jeunesse à penser sur ce domaine de l'intelligence artificielle. Parce que toute l'économie actuelle, elle s'est basée sur l'intelligence artificielle.
Vous pouvez prendre quelques exemples. Vous pouvez comparer tout simplement, par exemple, le capital de Peugeot, qui a un siècle ou plus, au capital de WhatsApp, qui a quelques années. WhatsApp a plus de capital que Peugeot, qui a des milliers d'années. Alors, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine de domination économique, et toute l'économie, toutes les économies doivent se tourner à l'intelligence artificielle. Et tous les métiers doivent se tourner vers ça. C'est l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Mais quel avenir? Je ne suis pas prophète pour vous répondre à ça. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas un prophète de l'avenir. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va arriver, qui est arrivé à présent, qui va arriver un peu de plus, qui va se perfectionner. Alors maintenant, on a une jeunesse extraordinaire. On a, si vous comparez notre jeunesse à la jeunesse européenne, on a plus de jeunes. On peut s'organiser, nous aussi, pour se lancer dans ce domaine. C'est pour cela que je fais ces conférences sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on se lance, dans ce domaine d'intelligence artificielle. C'est un domaine nouveau. On peut faire la concurrence aux Européens très, très facilement. L'Europe, elle est très, très en retard, extraordinairement en retard en intelligence artificielle. La France n'a commencé à investir en intelligence artificielle que cette année. Vous pouvez voir le chiffre d'affaires qui a été lancé par l'intelligence artificielle. L'Europe, elle est très, très en retard vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et je pense que tellement on est dans le début, on peut investir dans ce domaine. On doit, pas juste, on doit investir dans ce domaine. Premièrement, pour avoir la place dans le monde, parce que le monde de l'avenir, ce sera le monde de l'intelligence artificielle, ce sera le monde des gens qui ont la maîtrise de ce domaine. Ceux qui vont maîtriser le domaine de l'intelligence artificielle demain, ce seront les maîtres du monde. C'est la course politique qui est derrière l'intelligence artificielle. Ceux qui vont maîtriser ce domaine, ça sera pire que les armes nucléaires. Pire. Avoir la maîtrise de l'intelligence artificielle, ça suffira d'être vraiment parmi les plus grandes puissances du monde. Et cette concurrence maintenant, elle est jouée, pas en Europe. L'Europe, elle est très en retard, mais au Pacifique, c'est-à-dire entre la Californie et pas toute l'Amérique aussi, la Californie, la Silicon Valley et la Corée du Sud. Des pays comme la Corée du Sud, c'est un pays émergent. On peut se comparer à la Corée du Sud. Pourquoi on ne sera pas mieux que la Corée du Sud? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manquerait? Pourquoi on ne le serait pas? Si vous regardez la date de l'indépendance de la Corée du Sud a pris son indépendance en même année que le Maroc. Alors le Maroc est un pays riche, un pays vaste, un pays aussi qui est dans une région qui est stable. La Corée du Sud, c'est l'inverse. Une grande population, un petit pays, les problèmes de la guerre froide, toutes les instabilités. La Corée du Nord, les problèmes nucléaires. Alors, au jour de l'indépendance de la Corée du Sud, les gens parlaient, en l'an 2000, que le Maroc, en l'an 2000, va aider la Corée du Sud. Qui va aider l'autre maintenant, la Corée du Sud ou le Maroc? Le Maroc, ce n'est rien devant la Corée du Sud. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement la Corée du Sud, elle a investi dans la technologie. Alors, nous aussi, on doit investir dans la technologie. Et dans quelle technologie? On doit investir dans ce domaine de l'intelligence artificielle. C'est l'avenir et c'est notre avenir. Alors, je reviens à votre première question de la philosophie grecque. Alors, c'est vrai, il y avait des produits techniques durant la civilisation grecque. Je pense qu'il y avait même des idées pour construire, par exemple, des petits robots, c'est-à-dire des engins qui bougent pour le théâtre. On le fait pour le théâtre. Et il y avait des progrès techniques, des progrès des outils, les mathématiques, tout ça a émergé à la civilisation grecque. C'est pas fou. Alors pourquoi je vous disais, elle est techniquement inutile? Ce que je voulais dire par là, je ne sais pas si la phrase a été bien formulée, je voulais dire que toute la philosophie grecque, elle s'est construite sur des échelles de valeurs.
et qui sont indépendants, d'une manière indépendante de la technique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une philosophie qui traite de la technique. On parle de valeurs. Ça a été la République c'est une valeur. La République n'existe pas. Pas quelque chose de palpable. La République, c'est une valeur. Et la religion, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas toucher la religion. La religion, c'est la divinité, vous ne pouvez pas toucher Dieu. Ce sont des valeurs, ce sont des concepts. C'est pas... Toute la philosophie grecque va se construire sur des échelles de valeurs, sur le côté spirituel, pour qu'oublie sur que le côté technique. Ce qui va venir de bien avec la philosophie grecque, elle est vis-à-vis de la vérité. Alors la vérité, dans la civilisation grecque, c'est ce qu'on appelle le aletheia. Alors qu'est-ce que c'est que le aletheia? Ça vient de A et lithéa. Lithéa, ça vient du fleuve de Lythée. Aletheia, donc, ça serait le A, comme dans le latin, le 1, c'est pour la négation. Donc on nie le lithéa. Alors qu'est-ce que c'est que le Lythée? On expliquait que quand quelqu'un meurt, c'était une mythologie grecque, il va dans le fleuve de Lythée pour aller à l'oubli. Mais il y avait des gens qui peuvent revenir du fleuve de Lythée parce qu'ils ont des vérités, le aletheia. Puis, il y avait des gens qui vont remettre ça en cause, dans le sens où la vérité, on ne dit pas c'est vrai parce que Newton a dit ça. On ne dit pas que quelque chose elle est vraie, même si Newton, par exemple, est revenu du fleuve de Lythée, a dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a une vérité. La vérité, elle doit être remise en cause. La philosophie grecque a donné vraiment un progrès spectaculaire vis-à-vis de la philosophie. Mais toute cette tradition qui va venir de la philosophie grecque, toute notre philosophie vient de la philosophie grecque. La majorité de toute la philosophie européenne vient de ça. C'est pas la philosophie grecque, mais c'est un héritage. C'est-à-dire, on les a dérivés de la philosophie grecque. Presque toutes. Et toutes les philosophies qu'on voit, même au XVIIIe siècle, XIXe siècle, ce ne sont pas des philosophies qui traitent de la technique. Regardez des thèses de philosophie, vous ne trouverez aucune thèse qui vous parle de technique, de notre rapport à la technique. Cette échelle de valeur qui a été construite par la civilisation grecque et après, et par la remise en cause par la science, par la technologie, ces valeurs sont en décadence. On le voit maintenant, il n'y a plus de valeurs. Vous regardez notre société, on perd les valeurs à cause de la science, à cause de la technologie, à cause de nos nouvelles interactions, les valeurs sont en décadence. Alors cet humanisme, elle est en décadence, c'est-à-dire, ce que je veux dire par humanisme, c'est les valeurs qu'on a héritées des systèmes philosophiques, et notamment les systèmes philosophiques grecs. Et cette décadence, elle est due principalement à la technique. Pas juste la science, mais aussi la technique. La technique a un très grand rôle. Et on n'a pas une philosophie pour traiter de la technique. On est technicien, moi personnellement je suis technicien, mais on n'a pas une philosophie vis-à-vis de ça. Une philosophie qui prend la technique. Et maintenant, cette décadence des valeurs produit ce qu'on appelle le nihilisme. C'est-à-dire que des gens ont perdu leurs valeurs. On perd tous ces anciennes valeurs, et on produit du nihilisme. Alors le nihilisme, elle est très dangereux, c'est pas quelque chose de simple. Vous pouvez juste penser au nihilisme russe, le tsar. Ça a été prédit par Friedrich Nietzsche dans les années 1800. Nietzsche disait qu'elle va arriver dans 200 ans. Mais le nihilisme qu'elle a prédit, il a pris quelques années pour arriver. Le nazisme, c'est du nihilisme, c'est des gens. Il y a le darwinisme, par exemple, pour les nazistes, on va s'imposer sur toute l'humanité, on va dominer, ainsi de suite. Ça, c'est une forme de nihilisme où il n'y a plus de valeur. Je suis de telle race ou celui-là est d'autre race. On lutte, on va lutter. Le nazisme, ça a été une extraordinaire perte de valeur. Et maintenant, cette perte de valeur est continue, et principalement à cause de la technique. Et on n'a pas encore une philosophie de la technique. C'est pas ce que vous comprenez ce que je voulais dire. Donc ça produit une forme de nihilisme. Et ce nihilisme,
elle est en progression. Vous regardez des gens de 60 ans qui ne se sont pas mariés. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Il y a des gens de 60 ans qui n'ont pas d'enfants. Ils se marient 10 fois, mais ils n'ont pas d'enfants. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qui souffre de maladie ou elle ne veut pas avoir d'enfants. Alors, pourtant, avant, avoir une famille, ça a été une valeur, ça a été presque une obligation sociale. Où on va avec ce nihilisme, je pense qu'on ne va pas à quelque chose de bien. Et principalement, on n'a pas une philosophie de la technique. Et c'est cette philosophie qu'il faut penser maintenant à travers les industries de l'esprit. Alors, il faut saisir bien ce que ça signifie, les industries de l'esprit, c'est les industries de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire le ciblage des esprits, comment tirer l'esprit, quand la pensée, ainsi de suite. أزول لون ثاني مرثغ فسارة كينيا مس تغزرت bon d'après je ne sais pas si j'ai bien compris le monde va vers une seule et unique entité avec l'intelligence artificielle. Donc on va bon certains disent que c'est le nouvel ordre mondial, je pense. Bon, j'ai dit que je ne sais pas si j'ai bien compris ça. Donc ma question sur le sujet concernant l'intelligence artificielle, est-ce que, parce que vous avez dit qu'il y a des gens, espérons qu'il y aura des gens qui vont utiliser ça avec une bonne foi. Donc est-ce qu'il y a des gens, parce que moi je pense qu'il y a des gens qui profitent de cette intelligence artificielle, il y a une certaine minorité qui vont profiter de ça pour monopoliser le monde. Un certain monopolistique. Bon, maintenant, il y a la Californie, comme vous avez cité, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud. Donc, est-ce qu'il y a un contrepoids dans le monde, un contrepoids vis-à-vis de ces gens-là qui essayent de monopoliser, d'utiliser cette intelligence à leur profit? Parce qu'on voit aujourd'hui que on utilise une seule langue dans nos recherches, par exemple, qui est l'anglais. Est-ce que, par exemple, les cultures et les langues n'essaient pas de s'émerger, aussi de prendre leur place dans le monde? On voit aussi des phénomènes politiques, les minorités aujourd'hui, par exemple la Catalonie, les Kurdes, il y a même peut-être la Kabylie, qui essayent de s'émerger. Qui essayent de préserver leur culture, leur race, en quelque sorte. Merci. Alors, merci pour votre question. Alors, je pense qu'il y a 2 points que je pourrais souligner dans ce que vous avez dit. Alors, est-ce qu'il y aura une bonne foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont l'utiliser pour de la bonne foi? Alors, la science, elle n'est ni positive ni négative. La science en elle-même, ce n'est pas quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Le bon usage et le mauvais usage viennent de nous. Une arme nucléaire, on peut l'utiliser pour faire exploser une météorite qui approche de la Terre. On l'a aussi utilisé pour écraser Nagasaki et Hiroshima. Alors, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On a de l'intelligence artificielle et ça ne dépend que de nous. Pour le moment, l'intelligence artificielle ne dépend pas d'elle-même. C'est-à-dire, elle est soumise à nous. Et ça dépend de nous de faire bon usage ou mauvais usage. Est-ce qu'il y a maintenant des forces, des contre-forces vis-à-vis de ça? Je pense qu'il n'y a pas. Je ne le vois pas. Je ne vois pas dans le monde des gens qui essayent de contrebalancer ça. Je ne le vois pas. Et pas juste chez nous ou ailleurs. Nous, on est un peu absent dans ce domaine. Mais on peut
on peut se lancer dedans et dans 10 ans, on pourrait rivaliser avec tout le monde. Ça ne dépend que de notre volonté. On a un pays qui est extraordinairement riche, on a un pays qui a toutes les richesses, on a une jeunesse extraordinaire. Je pense qu'on a tous les moyens, absolument tous les moyens, pour faire mieux. Sauf que pour faire mieux, il faut travailler. Et si l'on ne travaille pas, si l'on continue à espérer cette vie tranquille et sans acharnement, sans travail, nous allons rester comme ça. Et vis-à-vis de l'émergence du peuple, je pense qu'on peut émerger. Il suffit juste de se configurer un avenir, c'est-à-dire de penser notre avenir, de le configurer d'avance et de se lancer derrière cet avenir. Il faut configurer notre avenir. Et le malheur, chez nous, on pense aux ancêtres plus à nos enfants. Cette idéologie vous dit « Ah, Amaziran, c'est ça. Oui, je suis Amazir et après. Vous êtes Amazir et après. Vous n'êtes pas Amazir et après. » Toute cette idéologie qui est poussée à penser l'ancêtre alors qu'il faut penser l'avenir, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je suis Amazir, je le suis, mais je pense mon avenir. Puis je le suis, je continue à parler ma langue, à pratiquer ma culture, à faire la langue de ma mère. La mazirité, c'est ma mère, mais je serai bientôt un père. Donc il faut qu'on en pense notre avenir. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter, on garde ce qu'on a et on pense notre avenir. Et notre pays a les moyens vraiment pour émerger de ce côté de l'investissement dans les moyens technologiques. Et on a encore les richesses fossiles, même si elles s'abaissent avec le temps, mais on a l'argent nécessaire pour investir mieux que n'importe quel autre pays au monde. Il suffit juste qu'il y ait une volonté de la jeunesse ça va du bas en haut, ça ne va pas de haut en bas. Vous ne trouverez jamais une pyramide qui est assise sur sa tête. Une pyramide, elle est assise sur sa base. Et notre pays, c'est nous, sa base. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le pousser en avant, par notre volonté, par le travail, en travaillant, en demandant des choses, en investissant, en regardant ce que ailleurs on fait. On peut faire mieux. Pourquoi on ne ferait pas mieux? Pourquoi pas on ne va pas émerger? Pourquoi pas on ne prendra pas l'exemple de la Corée du Sud? Je vais vous souligner la Corée du Sud et le Maroc. Pourquoi pas on ne se lancerait pas dans cette direction? Et on a tous les avantages, absolument tous les avantages. Et quels sont les avantages? On a un pays extraordinaire, on a une jeunesse, 80% de notre population c'est des jeunes, et on a une place extraordinaire, on est dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est le berceau de toutes les civilisations. C'est la majorité des civilisations, elles ont émergé dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la plus belle place au monde. C'était moi et notre place mieux que cela. Alors, géopolitiquement, on est bien positionné, on est une jeunesse, on a des moyens d'investissement, qu'on s'investisse. Donc, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Terzard, pour cette très belle conférence. Tout d'abord, pour corriger un petit point, donc, d'après les recherches récentes, le centre de gravité de la Terre, c'est le centre de l'univers. Ça, c'est une nouvelle découverte. Je l'ai lu récemment dans une publication. Concernant l'intelligence artificielle, je pense que le robot, c'est un système ouvert, comme vous avez présenté que chaque système ouvert, il obéit à des lois thermodynamiques, donc il a acquis déjà les propriétés concernant les systèmes ouverts. Donc je pense qu'on ne peut pas éviter l'inévitable, le point critique, celui sur la coupe. Donc à un certain moment, il y aurait une brisure de symétrie, il y aurait de l'information qui va émerger,
et il y aurait des conséquences très graves sur l'humanité. Je pense que c'est déjà arrivé avec le robot Sophia, qui a déjà acquis la nationalité saoudienne et qui a démontré un petit peu il a exprimé une certaine agressivité envers un comédien, c'est Will Smith, qui a fait déjà un film sur les robots, où il a maltraité les robots. Donc je pense qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Merci. Alors pour le centre de la gravité, ça je ne le sais pas. Donc merci pour l'info. On va vérifier. On va vérifier ce que ça signifie ça. Qu'on soit au centre de la gravité de l'univers. Parce que l'univers, vous savez que il y a ce qu'on entend par l'univers, c'est pas, s'il y a des physiciens on va en discuter, c'est pas la somme de tous les objets. L'univers n'est pas la somme de tous les objets qui existent. Ce qu'on appelle univers en physique, c'est l'univers observable. C'est-à-dire des galaxies qui ont une vitesse de fuite qui est inférieure à la vitesse de la lumière. Ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Maintenant, comment retrouver ce centre de gravité? On va vérifier ça. Et merci pour l'info, on verra. Pour les robots, vous dites qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Mais qu'est-ce que c'est que cet inévitable? On ne peut pas éviter l'inévitable, c'est vrai. Mais quel inévitable? C'est ce qu'on essaye de résoudre. C'est ce qu'on essaye de voir. Quelles sont les choses qui vont s'imposer à nous d'une manière inévitable? Prendre le dessus sur l'humanité, mais ça pourrait rester dans le domaine idéologique, dans le domaine utopique. Est-ce qu'on est toujours soumis à ce fleuve utopique? Ça, c'est une autre question. C'est quoi cet inévitable? Est-ce que cette intelligence qui va arriver, est-ce que vraiment elle est inévitable? Ou il faut qu'on nous prenions des décisions maintenant pour éviter des catastrophes, ainsi de suite. Il y a par exemple une question, on dit, est-ce que l'avenir existe dans le futur? C'est une question. Est-ce que l'avenir, notre avenir, est-ce qu'il existe dans le futur? Alors, si vous êtes les adeptes de la relativité, si vous aimez Albert Einstein, vous allez penser que c'est vrai. Mais personnellement, je m'oppose à cette question. Je ne pense pas que l'avenir, il est dans le futur, bien configuré. Moi, je continuerai à penser que l'avenir n'est pas toujours inévitable, mais qu'il y a toujours des décisions pour avoir un avenir meilleur, un avenir qui arrange tout le monde. L'inévitable, je pense qu'on n'est pas encore dans l'inévitable, puisqu'on ne connaît pas les limites, de ce domaine de la robotique, de l'intelligence. On ne voit pas ses limites pour voir ce qui serait inévitable ou ce qui ne serait pas inévitable. Il faut vraiment penser ces choses pour voir les limites. Et il faut qu'on investisse dans ce domaine, qu'on investisse d'une manière culturelle, dans les universités, avoir des formations en intelligence artificielle, avoir plus de modèles dans les formations pour les automaticiens, l'automatisme, pour les informaticiens, pour les roboticiens. On est un pays vierge de ce domaine. S'il y a des gens qui peuvent construire des entreprises sur la robotique, du moins, vous êtes sûr que vous serez le premier dans votre pays. Et notre pays doit aller de cette voie-là, premièrement pour assurer une autre indépendance vis-à-vis des autres pays, pas pour de la haine, je ne dis pas ça pour de la haine de l'Occident, autre chose. Alors, on est un peuple, et on a un grand pays, un pays magnifique. Alors, il faut qu'on investisse. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à votre question, mais l'inévitable, moi, je ne configure pas ça comme Albert Einstein qui disait ce qu'on appelle l'univers en bloc, représentation d'un monde en bloc. Moi, je n'aime pas ça. Je ne suis pas un adepte d'Albert Einstein.
Bonjour. Merci pour cette conférence. Pour répondre au jeune homme à propos de la Terre, centre de l'univers, c'est plus une théorie qu'une découverte. Donc, il y a certains articles à propos. Voilà, une approche avec la religion. Donc, voilà, vis-à-vis de la religion. C'est maintenant ma question. Bon, ce que j'ai aimé dans votre présentation, c'est que vous avez pris en considération l'évolution de la société humaine dans le temps. Et au commencement, vous avez dit que voilà, l'être humain n'a jamais respecté la nature. Au départ, il vivait de la cueillette et de la chasse, donc il n'a pas respecté l'environnement. Et puis, avec le temps, il y a eu l'apparition, la découverte de l'agriculture. Donc, c'est là que ça a commencé. Voilà, l'apparition de la société de classe et des guerres de violence. Voilà. Donc, par la suite, il y a eu plus loin de la révolution industrielle. Il y a aussi pire que la découverte de l'agriculture. Maintenant, on rentre dans une ère nouvelle qui est cette intelligence artificielle. Et je pense que le scénario va demeurer ainsi. Ça veut dire qu'il va y avoir une si on ne fait pas attention, bien évidemment, c'est ce qu'on craint, il va y avoir une certaine forme d'asservissement plus moderne et dans un stade plus évolué. Voilà. Donc, ma question, est-ce que finalement, c'est pas lié, tout ça, ce n'est pas lié à la nature humaine en quelque sorte, ou au fait que l'être humain possède voilà, une conscience et qu'il est capable de se représenter intellectuellement le monde au point d'être un danger pour lui-même et pour l'environnement. Voilà. Alors, merci. Merci pour le résumé que vous avez fait. D'abord, c'est un peu ça. Donc, on est passé de la cueillette et de la chasse à l'agriculture. Et l'agriculture, ça s'est empiré. La société, les dictatures, les gouvernements, l'esclavage. On est devenu esclave au champ. Le blé nous a domestiqués, le riz, ainsi de suite. Puis la révolution industrielle. C'est pire. On est devenu presque un esclave de la machine. Et cette machine, avec l'intelligence artificielle, elle devient quelque chose d'intelligent. Et on est prêt. Elle commence à rivaliser avec nous. Alors, maintenant, vous avez dit, est-ce que ça ne dépend pas de la nature humaine? C'est-à-dire la guerre contre la nature. Nous, on est de la nature, non? Donc la guerre contre nous-mêmes. Est-ce qu'on est dans ça? Il y a un poème de Charles Baudelaire qui disait, si vous ouvrez les fleurs du mal, le premier poème des fleurs du mal, Baudelaire disait, aux objets répugnants, nous trouvons des appâts, et chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas à travers des ténèbres qui puent. Alors, je pense que ça résume extraordinairement la nature humaine, c'est ce que vous disiez, mais je pense que toujours, dans la nature humaine, il y a le sacrifice, il y a l'amour, il y a autre chose que se faire la guerre. Et je pense que ce sont ces valeurs maintenant qu'il faut propager un peu plus pour qu'on ne soit pas de la machine, parce qu'on est réduit à la calculette, et de plus en plus, regardez le relationnel des gens, on saute d'une personne à une autre tous les mois, et tout, ainsi de suite. Je pense qu'il y a chez l'humain des valeurs, des trucs qu'il faut renforcer pour faire face à cela. Je pense qu'il faut aussi le réfléchir. Il faut réfléchir à quelque chose. Si on ne réfléchit pas, si on ne voit pas le danger venir, le danger va nous écraser. Mais moi, je continue à espérer que ce n'est pas toujours qu'on trouve aux objets répugnants, comme disait Baudelaire, des appâts. Je pense que
on peut être très répulsif vis-à-vis des objets répugnants. Et c'est cette intelligence artificielle a ces côtés de répugnance qu'il faut les rejeter. Et même si je suis spécialiste dans ce domaine, je suis prêt à les rejeter. D'autres questions ?